3 invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valentine nous est à nos côtés, responsable de la stratégie Fixed Income chez Amundi Institute. Bonsoir Valentine. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à David Calfon de nous accompagner également. Bonsoir David. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le président de Sanso IS et Olivier Ringard avec nous également autour de cette table. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Directeur des investissements de Neuflize OBC. Je voulais commencer avec des indicateurs de marché assez importants, notamment les indicateurs de volatilité sur le marché action à travers le VIX, l'indice de la volatilité aux États-Unis, mais qui trouve des indicateurs et des réplications évidemment sur le marché européen. La volatilité action est en chute libre depuis un mois. J'y vais un peu fort, parce qu'on a connu des régimes de volatilité bien plus faibles que ceux qu'on connaît aujourd'hui, mais quand même, on passe d'un régime de 25-30 sur la volatilité du marché action il y a un mois à, je le disais, moins de 17 ces dernières heures, Olivier. C'est vrai que quand on regarde ce qui s'est passé sur les, on va dire, 4-6 derniers trimestres, on était dans un régime de volatilité qui était entre 20 et 30, avec des pics de volatilité qui étaient associés à des craintes sur un durcissement monétaire trop fort, à des craintes sur l'inflation ou encore à des craintes sur le système bancaire américain. Et là, depuis quelques semaines, cette volatilité est en train de décélérer, de se tasser de manière très substantielle, à la fois aux États-Unis, mais également en Europe. Les moteurs de ce tassement sont sans doute doubles. D'abord, on a une réduction d'incertitude significative sur le régime monétaire et d'inflation pour les prochains mois, puisque l'inflation est en train de ralentir de manière assez sensible aux États-Unis et en Europe. Donc on a moins d'incertitude à court terme sur cette inflation, qui est clairement ancrée dans une décélération assez substantielle depuis plusieurs mois. Et en conséquence, on a moins d'incertitudes sur le régime monétaire. La Banque centrale américaine va sans doute finir par faire sa pause. Alors, c'est plus difficile de dire ça lorsqu'on est à 5% de taux directeur. Elle va vraisemblablement faire une hausse supplémentaire au mois de mai. La Banque centrale européenne, peut-être 2, mais très probablement au moins 1. Donc là aussi, une réduction de l'incertitude sur le régime monétaire. Et puis, sur le plan de la croissance économique, pour l'instant, est restée assez résiliente. La récession la plus attendue de l'histoire financière n'est toujours pas arrivée, et ça permet d'avoir des résultats en moyenne qui sont assez solides pour l'instant. Donc c'est vraisemblablement ces deux grands facteurs qui permettent à la volatilité de se tasser de manière assez sensible. Quel qualificatif est-ce qu'on peut mettre derrière un VIX à 17 ? C'est optimiste, c'est déjà complaisant, c'est en voie d'être euphorique. Alors, si on met un mot français pour qualifier ce que veut dire le VIX à 17. Je crois que c'est légèrement supérieur à la moyenne de très long terme, qui doit être plutôt autour de 15. Ouais. Ça, c'est un élément que je... Oui, de repère. De factuel, de repère. Ensuite, j'ai envie de répondre à la chose suivante. Ça dépend du scénario que vous avez pour les prochains mois. Ouais. Si vous êtes dans un scénario de soft landing, il est probable que la volatilité continue de se tasser. Et que les marchés d'actions poursuivent leur rebond initié depuis quelques mois. A contrario, si vous êtes dans un scénario plus conservateur, vous vous inquiétez toujours de ces perspectives économiques, dans ce cas-là, il y a peut-être un peu trop de complaisance. Donc il faut choisir son scénario pour se prononcer sur le régime de volatilité sur les prochains mois. Valentine, pourquoi est-ce qu'on observe toujours un écart aussi important entre la volatilité des marchés actions qu'on vient de décrire avec Olivier et la volatilité des marchés obligataires, qui donne toujours l'impression que ces marchés ne sont pas stabilisés, alors même, Olivier le disait, qu'on semble approcher quand même du pic du resserrement monétaire, qu'on estime avoir un peu plus de visibilité peut-être sur le processus désinflationniste en cours aux États-Unis. Pour autant, on a l'impression que la volatilité reste particulièrement élevée sur les marchés obligataires. Elle reste très forte. Très forte. Elle reste très forte, et même si on pense avoir atteint le pic de politique monétaire, on voit quand même qu'il y a une volatilité très forte sur ce taux terminal, où il y a juste quelques semaines, on pensait que ces hausses de taux allaient être finies à cause des problèmes de stabilité financière, que ce soit aux États-Unis et en Europe. Et là, on voit qu'à nouveau, les marchés anticipent des taux à la hausse, que ce soit un taux terminal plus élevé, que ce soit pour la Fed ou la BCE. Et moi, ce que je trouve d'assez incroyable, ce que m'évoquerait ces niveaux bas du VIX, ce serait plutôt le terme prudence. Parce que quand on voit aujourd'hui les conditions de financement, et si on fait un graphe en parallèle où on met les conditions de financement et le VIX, on voit aujourd'hui qu'il y a un grand écart,
où on voit que les conditions de financement se durcissent et qu'on a un VIX qui est en train de descendre sur des plus bas. Et donc, en général, il y a forcément un moment où ça se normalise, soit d'un côté, soit de l'autre. Le VIX, ça veut dire aussi que les investisseurs se protègent un peu moins. Quand le VIX n'arrête pas de descendre, c'est aussi un équilibre entre les marchés d'options, entre les options d'achat, les options de vente. Exactement. Et c'est aussi le signe que les investisseurs sont suffisamment confiants pour se couvrir peut-être un peu moins. Sont confiants sur des perspectives d'un scénario macro. D'où la prudence, c'est ce que vous disiez. Le terme prudence, parce qu'aujourd'hui, ce qui est assez amusant quand on regarde par exemple l'économie américaine, c'est qu'on a des chiffres aujourd'hui qui ne sont pas forcément mauvais. Parce qu'on regarde le marché de l'emploi, on est sur un plein emploi, on est toujours sur une économie qui garde une certaine capacité à créer des jobs. Si on regarde le secteur des services, il est toujours en expansion. Donc si on regarde ces indicateurs-là, on se dit, l'économie américaine, elle va plutôt bien. Mais par contre, si on regarde aujourd'hui, les conditions de financement, elles se durcissent. Que ce soit les indicateurs de la Loan Survey de la Fed, que ce soit les indicateurs, si on regarde les NFIB, les enquêtes pour les petites et moyennes entreprises, elles suggèrent la même chose. Les conditions de financement, pour les mois à venir, vont se durcir. Les banques seront beaucoup plus prudentes dans les octrois de prêts et les taux vont être plus élevés. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que jusqu'ici, les entreprises n'ont été que peu impactées par le resserrement monétaire parce qu'elles ont utilisé tout le cash qu'elles avaient accumulé pendant le Covid. Et si vous regardez l'activité sur le marché primaire du high yield, que ce soit aux États-Unis et en Europe, il est resté extrêmement faible en 2023 et depuis le début de l'année. Donc les besoins de refinancement des entreprises ont été faibles ces derniers trimestres, mais n'ont pas resté faibles éternellement. Donc ces entreprises vont avoir besoin de se refinancer et ces besoins de refinancement vont être plus pressants sur le deuxième semestre de l'année. D'accord, j'allais dire, où sont les murs de financement, de refinancement aujourd'hui pour les entreprises, celles en tout cas qui sont dans des situations peut-être les plus fragiles? Globalement, on est dans un contexte qui est différent de 2008. Il n'y a pas de mur de dette à refinancer. D'accord. Néanmoins, pour les émetteurs les plus fragiles du high yield, il y aura quand même beaucoup plus. La maturité moyenne de la dette est beaucoup plus de l'ordre de 3-4 ans. Donc, forcément, fin de cette année, on va commencer à avoir de la dette à refinancer. Donc, et là l'idée aujourd'hui, c'est de comprendre. On a eu un stress sur le secteur bancaire. J'appellerais même pas ça une crise, j'appellerais un stress qui a été, traité avec beaucoup de rapidité par les autorités. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de comprendre comment ce stress sur le secteur bancaire va contribuer à accélérer le resserrement de ces conditions de financement et l'impact de ces resserrements de conditions de financement sur l'économie. Je pense qu'aujourd'hui, pour moi, la question pour l'économie, pour les marchés, réside là. Et comment on y répond à cette question aujourd'hui? Comment on y réfléchit? Là aussi, comme Olivier, quel type de qualificatif est-ce qu'on peut mettre en face de ce durcissement des conditions de crédit à venir, supplémentaire? Est-ce que c'est un crunch? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être brutal, assez violent? Est-ce que c'est plutôt un phénomène finalement assez lent, progressif, graduel? Alors, je n'emploierai pas le terme de credit crunch aujourd'hui. Attention, je n'emploierai pas ce terme. Crunch, c'est tout s'arrête, tout se gèle. Ouais, on n'est absolument pas dans cette configuration. Je dirais plus que d'ici la fin de l'année, je vois plutôt beaucoup plus de risques idiosyncratiques parce que globalement, si vous regardez les fondamentaux, que ce soit des entreprises investment grade, WB et même beaucoup d'entreprises simple B, les fondamentaux restent bons. Vont se détériorer forcément, mais restent bons. Par contre, on voit très, très nettement toutes les entreprises les moins bien notées du high yield, là, les fondamentaux se détériorent. Donc, je vois beaucoup plus de risques idiosyncratiques. Bon, si beaucoup de risques idiosyncratiques, c'est plus forcément vraiment un risque idiosyncratique, mais je vois beaucoup plus de risques sur des entreprises se multiplier et un mouvement globalement de prudence. Et ça peut amener à un ralentissement ou à une contraction de l'activité économique dans les mois à venir. Donc ça, c'est important. Oui, bien sûr, c'est ce qui change depuis le mois de mars. C'est le scénario le moins positif qui a été décrit jusqu'avant. Voilà. David, comment vous résolvez la situation? Je disais donc vol action quand même très basse, vol obligataire qui reste élevé. Pour autant, on le voit dans les enquêtes, et BofA nous apporte chaque mois une enquête réalisée auprès des fund managers mondiaux, globaux, allocataires. Pour autant, en avril, les allocataires n'ont jamais aussi peu pondérer les actions par rapport aux obligations dans leur portefeuille. C'est-à-dire la sous-pondération ou des actions par rapport aux obligations atteint des niveaux alors qui sont des références quasi historiques qu'on avait atteint par exemple en mars 2009. Il y a une vraie défiance, en tout cas quand on regarde le positionnement des investisseurs.
cette défiance, elle est tout à fait compréhensible parce que on a donc d'une part tous les problèmes qui ont été décrits et qui ne se matérialisent pas en ce moment. Et donc tout le monde se dit, si ça ne se matérialise pas maintenant, plus le temps passe, plus la probabilité que ça se matérialise augmente. Premier point. Deuxième point, on est dans une séquence de marché où quand on regarde ce qui s'est passé depuis le début de l'année, on a eu une hausse très violente, extrêmement concentrée en termes de temps. On parle de 3 semaines à peu près. En 3 semaines, on avait l'essentiel de la hausse depuis le début de l'année. 3 semaines où, j'ai envie de dire, les investisseurs étaient encore un petit peu groggy, sonnés par l'année 2022, où on s'était pris le double choc, à la fois sur les actions, à la fois sur les obligations, la recorrélation de tout ça. Donc, un environnement où c'est compliqué de passer tout de suite 31 décembre, où on se prend une dernière claque, et puis tout de suite, le 1er janvier, il n'y a pas de problème, on a tout réinvesti et tout repart comme si de rien n'était. Donc, et à partir du moment où vous avez raté cette hausse qui est très violente et très courte, que faire? Est-ce qu'on essaye d'aller s'empiler pour attraper les derniers pourcentages de hausse? Ou bien est-ce qu'on se dit, bon, finalement, ça ne va pas rester comme ça non-stop Mais là, le risque, c'est qu'effectivement, cette baisse que tout le monde attend, plus tout le monde attend le repli, moins il arrive. Ouais. Et ce qu'on est en train de voir avec la saison des résultats, c'est que on nous parlait, il n'y a pas si longtemps de ça, les Américains utilisaient le terme le earnings recession. Donc c'est la récession des bénéfices, non pas la récession économique, récession des bénéfices. Ça veut dire qu'on aurait 2 trimestres consécutifs de baisse des bénéfices. Et donc techniquement, ça fait une récession bénéficiaire. Bon, premier trimestre, ça a été tout juste. On a eu moins 1%. Donc, c'est une récession bénéficiaire, c'est plutôt du moins 10, moins 15. Ouais, j'entends. Donc là, on a eu moins 1%. Là, ce qui est attendu, c'est moins 5%. Bon, c'est difficile de parler parce qu'il y a eu très peu de sociétés qui ont publié. Mais si on regarde ce très peu de sociétés qui ont publié, c'est quand même très positif, pas du tout négatif. Donc, ça va se normaliser, mais c'est difficile d'imaginer qu'on se fasse un moins 10, moins 15. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a une récession, on va appeler ça une récession technique, c'est le mot qu'on utilise poliment quand on dit que c'est une récession, mais pas vraiment une récession très forte. Ouais. Et à un moment donné, effectivement, le risque, c'est qu'on soit un petit peu forcé de se remettre dans ces marchés à contre-temps, à contre-courant, etc. Et c'est vrai qu'il y a... Alors, on dit souvent, les marchés, ça oscille toujours entre optimisme inconsidéré et pessimisme injustifié, mais c'est toujours le cas. Mais là, en ce moment, tout a l'air tellement clair, tellement écrit, que c'en est perturbant. Parce que ça ne se passe jamais comme prévu, en fait. Ouais. Donc, tout le monde se dit, ça y est, la Fed va terminer au mois de mai, 1er janvier, ça commence à baisser, tout va bien, tout est écrit. Bon, Madame Lagarde... Je pense que ce qu'elle dit, il faut l'écouter. Ouais. Ça ne fait pas envie, ça fait un peu peur, mais elle dit des choses qui sont très vraies. Elle dit que l'inflation est beaucoup plus ancrée que ce que l'on pense, que ce que l'on voit. Elle dit que ça va prendre beaucoup plus de temps. Alors, je veux bien de dire que les États-Unis, c'est pas comme l'Europe, etc. Mais non, il y a quand même des facteurs qui font que le vrai risque, c'est que on aborde le début de l'année 2024 et la Fed nous dise, bon, finalement, on va attendre un peu avant de baisser les taux. Oui, c'est ça. Voilà. Il y a toujours une course entre le marché qui price des baisses de taux à partir d'un certain horizon, à partir d'un certain stade aux États-Unis et en Europe. Et pour vous, le risque aujourd'hui est que ces espoirs-là ou ces attentes sont un peu déçus. Continuent d'être déçus. Tout à fait. Ouais. Parce que on sait toujours que... Il ne faut pas oublier, l'objectif des banques centrales, c'est 2%. Ce n'est pas 4%. Le 4%, on va y arriver. Mais après, ça va devenir compliqué. Ouais. Ça risque de prendre du temps. Voilà. Et si ça ne prend pas de temps, ça veut dire qu'on aura eu un ralentissement plus marqué, plus fort. Et donc, quel que soit l'angle où on regarde ça, ce n'est pas forcément très, très joli pour les marchés. Dans le paysage global macro, que nous apprennent les statistiques chinoises qui ont été publiées là, pour le premier trimestre, pour le mois de mars également spécifiquement, on commence à avoir un peu les premières données dures venant de l'Office chinois des statistiques, bien sûr, pour là aussi caractériser un petit peu la reprise économique par la consommation en Chine. Comme attendu, la reprise chinoise est plus forte qu'elle. Et meilleure que prévu. Voilà. Donc ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, ce que l'on voit, c'est que cette reprise, elle porte principalement du côté de la consommation,
avec une accélération, par exemple, très forte des ventes au détail. On est sur un plus haut depuis 2 ans. Alors que l'investissement et la production sont plutôt en retrait. Ce qui est d'ailleurs matérialisé dans les enquêtes auprès des entreprises, les fameux indices PMI, où vous avez celui des services qui est sur des niveaux très élevés, alors que celui concernant le secteur manufacturier est beaucoup plus en retrait, et c'est même tassé sur la statistique du mois de mars. Donc on a le sentiment que cette reprise économique chinoise, elle va principalement reposer sur le déversement de l'excès d'épargne qui a été accumulé durant cette crise sanitaire. Oui, c'est 3 ans. Et durant ces 3 ans. Et donc ça va principalement bénéficier à la consommation intérieure, et puis à la marge, évidemment, au secteur de consommation discrétionnaire pour laquelle l'Europe est assez bien pourvue et ce qui bénéficie à notre indice CAC 40. Confère les résultats de LVMH et Hermès. Donc ça c'est la dimension, c'est la dimension qui est plutôt rassurante. La dimension qui est moins rassurante, c'est que dès lors que l'investissement n'est pas en train de réaccélérer, ça signifie qu'on a un souci du côté de l'investissement. Ouais. Et c'est la problématique structurelle de l'économie chinoise qui est confrontée à un surinvestissement accumulé au cours de ces 2 dernières décennies et qui va devoir gérer ce surinvestissement et la gestion de sa bulle du crédit. Et sa bulle du crédit, elle est là, elle est manifeste, elle se matérialise par exemple par un ratio de dette sur PIB que je ressors régulièrement et qui ne bouge pas beaucoup, mais qui est au-delà des 200% du PIB. Et donc, ça signifie qu'on a un excès ici qui doit être géré, qui va prendre de très nombreux trimestres et qui empêchera l'économie chinoise de tourner à plein régime, et ce qui signifie, in fine, que cette reprise chinoise ne va pas bénéficier au reste du monde. Elle va bénéficier principalement à l'économie chinoise et au secteur de la consommation qui peuvent bénéficier donc de cette reprise de la consommation chinoise. Ça explique par exemple que le CAC soit plus dynamique que le DAX par exemple aujourd'hui sur le plan des marchés boursiers. Ça explique vraisemblablement que c'est une des explications de la surperformance de l'indice CAC 40. Oui, tout à fait. Est-ce que ça veut dire aussi d'une certaine manière que l'intensité inflationniste pour le reste du monde de cette reprise chinoise sera relativement modérée ? On l'apprécie comme ça, c'est plutôt notre scénario. On n'imagine pas qu'on ait par exemple de très fortes tensions sur les matières industrielles, puisqu'on n'a pas de reprise de l'investissement. Et donc dès lors qu'on n'a pas de très fortes tensions sur l'ensemble des prix des matières premières au niveau mondial, ça signifie qu'on n'a pas nécessairement de tensions sur les prix de l'énergie, etc. etc. Donc oui, on est plutôt dans le scénario où cette reprise chinoise n'a pas un caractère inflationniste également pour le reste du monde. Valentine, qu'est-ce qui vous intéresse là dans ces premiers chiffres du premier trimestre en Chine ? Est-ce que c'est l'idée d'une revanche un peu explosive du consommateur chinois ? Est-ce qu'il y a encore matière à monter en puissance en matière de croissance économique en Chine ? Parce que le chiffre est bon pour le premier trimestre, mais ça ne permet pas de catcher les 5% autour, pour l'instant, visés par les autorités. Je partage complètement ce scénario. C'est une reprise par la consommation grâce à l'épargne accumulée pendant le Covid. Et le point positif pour nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est que ça ne va pas être une reprise, on ne considère pas que ce sera une reprise qui sera inflationniste. Après, néanmoins, je surveillerai l'évolution du prix du gaz. C'est quand même une variable, je trouve, qu'on a très vite enterrée en Europe. On a le prix du gaz qui ont fortement baissé en Europe et c'est un facteur qui a été très positif pour la croissance économique européenne. Mais il ne faut pas oublier que l'année dernière, la Chine a baissé sa consommation de gaz de l'ordre de plus de 20%. Donc cette reprise chinoise, il va falloir surveiller l'impact de cette reprise sur les prix du gaz. Et ça, c'est un risque que je trouve qui pèse sur l'économie européenne. Sans corrélation directe, mais les indices de matières premières repartent plutôt à la hausse depuis quelques semaines et depuis le mois d'avril. Oui, ils avaient quand même. Oui, ça fait des mois que ça baisse. Exactement. Oui. Et après, l'idée, c'est est-ce qu'on s'attend à une reprise forte ? Est-ce qu'on s'attend à ce que ce soit une reprise inflationniste ? Nous, notre scénario, c'est non. D'accord. On s'attend quand même à ce que ça ne pèse pas de ma façon trop forte sur l'inflation. On va profiter encore quand même d'effets de base justement sur l'inflation liés à des décalages entre les prix des matières premières par rapport à ce qu'on observait il y a un an. Exactement. Les prix des matières premières, je pense qu'un facteur de risque important pour nos scénarios, c'est l'évolution du prix du pétrole.
Donc, si on a une remontée forte du prix du pétrole, ce qui n'est pas notre scénario, D'accord. là, je trouve un risque pour tous les scénarios dans les économies développées, c'est cette remontée du pétrole. Parce que les facteurs très positifs sur l'inflation aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis en zone euro, c'est les baisses des coûts de production. Ce sont, on est sur les perturbations sur les chaînes de production, on est revenu sur les niveaux d'avant Covid. Les coûts de transport, même chose, on est revenu sur les niveaux d'avant Covid. Donc ces facteurs exogènes sur lesquels une banque centrale a peu d'action sont aujourd'hui dans une bonne direction. Donc après, l'idée c'est que si on a un ralentissement, ça va peser sur la partie de l'inflation qui est tirée par la demande. Mais aujourd'hui, je dirais, le risque, ce qui pourrait vraiment mettre les banques centrales et les marchés dans l'embarras, c'est si on a ce rebond, un rebond fort sur le prix du pétrole, ce qui n'est pas aujourd'hui notre scénario. Je voyais, c'est des petits éléments anecdotiques, dans la dernière enquête auprès des ménages américains par l'Université du Michigan, on voit, ils mesurent les anticipations des ménages pour l'inflation à 1 an et à 5 ans. Les attentes d'inflation des ménages américains pour l'inflation dans 1 an sont remontées de manière spectaculaire dans l'enquête du Michigan du mois d'avril. On était à 3,6 d'inflation anticipée et on est remonté directement à 4,6% d'inflation anticipée par les ménages. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est quand même une notion importante, y compris pour les banques centrales. David ? C'est très important cette notion-là parce que ça agit sur le comportement du consommateur. Bien sûr. Donc si vous avez un consommateur qui anticipe plus d'inflation demain, il va acheter aujourd'hui. Et ce faisant, il augmente la demande aujourd'hui et donc il entretient cette inflation, etc. Donc non, c'est pas du tout anecdotique. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde... Alors, effectivement, probablement que cette demande chinoise, elle va pas beaucoup tirer les prix des matières premières, mais à la marge, c'est quand même le risque. Oui, j'entends. Vous cherchez qu'est-ce qui peut faire déraper un peu le scénario écrit, le narratif qui semble écrit pour les prochains mois. Il est là, et effectivement, quand on parle d'effet de base, très vite, sur le pétrole, on va se retrouver avec des effets de base qui vont jouer en sens inverse. Donc, oui, l'histoire, elle est... le risque principal de tout ce que l'on vit aujourd'hui, c'est que les taux soient plus élevés, plus longtemps. Donc, tout le scénario qui est de dire, ça y est, tout est fini, c'est bon, on peut regarder de l'autre côté et on peut commencer à parler d'assouplissement monétaire, etc. Je trouve que c'est très osé, d'autant plus que toutes les banques centrales, toutes, disent la même chose. Nous ne referons pas les erreurs des années 70, donc c'est-à-dire les erreurs où où ils avaient baissé les taux trop vite après une rechute de l'inflation. C'est vrai que l'intervention de la Fed au cours du mois de mars pour gérer la question de la liquidité bancaire, notamment de certains établissements fragiles, a à nouveau brouillé pas mal les esprits, je trouve, Olivier. Très vite, certains investisseurs ont imaginé que le Fed put était là à nouveau et qu'on pouvait apporter de la liquidité, mais surtout qu'on allait rebaisser les taux assez vite dès que le vent du cycle économique allait tourner. Oui, d'ailleurs, ça avait pas mal bougé sur les anticipations de taux directeur en fin d'année. Juste avant la crise, le marché escomptait que le taux directeur Fed serait en fin d'année autour de 5,4%. 8 jours plus tard, après les tensions sur SVB, on escomptait 3,7%. Donc une baisse très significative des taux directeurs, du taux directeur américain. Et aujourd'hui, on est remonté un peu, puisque les tensions se sont très nettement réduites. Mais la question de la suite sur les banques centrales, c'est, pour l'instant, elles sont assez confortables, les banques centrales, de dire qu'elles vont maintenir leur taux directeur, puisque, pour l'instant, on n'a pas de signe récessif très puissant, aussi bien en Europe que du côté des États-Unis. Donc, Powell peut répéter qu'il va maintenir ses taux directeurs à ces niveaux assez longtemps, le temps que l'inflation soit sous pression. Mais si on bascule dans un scénario de récession, quelle sera la réaction de la part de ces mêmes banques centrales, et en particulier de la Banque centrale américaine? Ça reste quand même la question de ces prochains mois dans ce scénario de récession, puisque si on essaye de rebalayer les 3 scénarios qui sont sur la table, vous avez le scénario de no lending, dont on a un peu parlé. Oui, donc ça a duré quelques semaines. Ça a duré quelques semaines, mais peut-être qu'on en reparlera. Sait-on jamais. Si on voit l'inflation réaccélérer au cours de ces prochains mois, on reparlera peut-être de nouveau du scénario de no lending. Vous avez le scénario de soft landing et le scénario de hard landing. Donc entre ces 3 scénarios, on n'a pas beaucoup de
visibilité sur ces 3 scénarios sur les prochains mois. Et d'ailleurs, on a beaucoup de volatilité sur les anticipations de taux directeurs, ce qui explique probablement la persistance d'une volatilité assez élevée sur les obligations, sur la sphère obligataire en général. Eh bien, il faut s'attendre à un perpétuel questionnement de la part des investisseurs tant qu'on n'aura pas définitivement une assurance sur le prochain coup et sur le scénario qui va véritablement vraiment se mettre en place sur les prochains mois. Ça veut dire en matière d'allocation et de direction des investissements, on ne peut pas faire de choix trop marqués qui engagerait sur un scénario plutôt que les autres aujourd'hui. On pense qu'il faut effectivement être attentif à cette problématique du manque de visibilité sur le scénario économique. Prenons par exemple le cas des obligations. Je pense qu'un grand nombre d'investisseurs ont repondéré assez sensiblement les obligations parce qu'on avait une espérance de rendement qui redevenait positive, parce que les obligations peuvent jouer le rôle des diversifications, en particulier dans un cas de récession. Mais imaginons que, in fine, le taux terminal Fed soit à 5% dans le régime des prochaines années, que l'inflation c'est à 3% dans le régime des prochaines années. Dans ce cas-là, l'ajustement sur les taux longs n'est pas fini. Inversement, sur les actions, aujourd'hui on a une forme d'euphorie sur les actions européennes. C'est moins le cas pour les actions américaines et sur les actions émergentes. Si vous basculez dans un scénario de récession sur les prochains mois, ça signifie de nouveau des tensions et de la volatilité sur cette classe d'actifs. Donc avoir des paris trop marqués pour les prochains mois, c'est peut-être pas, c'est un risque. Peut-être pas conseillé, à moins que vous ayez une très forte. Mais c'est une prise de risque, voilà. Ouais, je comprends. Valentine, sur l'idée d'une stratégie obligataire, est-ce que c'est le moment de reprendre de la duration, comme on dit, et quelle différence vous faites entre la situation américaine et la situation européenne? Est-ce que la BCE est simplement en décalage par rapport à la réserve fédérale américaine, décalage qui sera résorbé dans quelques mois ou quelques trimestres, j'en sais rien, ou est-ce que l'histoire est de plus en plus différente? Alors, la question, pour moi, la conviction est simple. Sur les États-Unis, pour moi, c'est le moment de reprendre du risque de duration. Nous, on a un scénario de récession sur l'économie américaine. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui rend les choses plus compliquées, c'est qu'il y a un peu les pistes qui sont brouillées sur le décalage avec lequel la politique monétaire impacte l'économie. Parce que déjà, on a des hausses de taux qui ont été extrêmement rapides, extrêmement abruptes, donc on n'a pas pris le temps de voir l'impact des hausses de taux sur l'économie. Donc cet impact, il peut arriver sur le deuxième semestre de façon extrêmement brutale et non attendue, donc on peut avoir des surprises. Et puis après, on est surtout aussi sorti de la crise du Covid avec énormément de cash. Énormément de cash au bilan des ménages. Ils avaient plus de 2 trillions. D'ailleurs, ils en ont toujours 1 trillion. Oui, le stock énormément est toujours important. de cash, comme je l'ai juste dit avant, au bilan des entreprises. Donc tout ce cash accumulé a limité l'impact des hausses de taux sur l'économie. Et après aussi, il y a les marchés financiers qui jouent le rôle d'un accélérateur ou aussi ils atténuent l'impact de ce resserrement monétaire. Donc aujourd'hui, je dirais, de cet impact de resserrement monétaire sur l'économie n'est pas forcément évident à évaluer. Pour moi, il peut arriver de façon assez brutale sur le deuxième semestre. Mais néanmoins, je pense qu'il faut vraiment regarder cet indicateur leading, c'est le resserrement des conditions de financement, qui est indéniable. Donc pour moi, le scénario sur les US, je trouve assez... Je ne vais pas prononcer le mot simple, mais disons, il se dessine. Oui. On voit une récession se dessiner à cause de ce... Reste la séquence, le timing, etc. Mais le sens du voyage est assez clair. Je le trouve plutôt clair. Je comprends. Sur le scénario européen, je le trouve beaucoup, beaucoup plus complexe. Parce qu'il reste la question de l'évolution du prix de l'énergie. C'est toujours un risque, je trouve, qui pèse, que ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est toujours un risque, je trouve, qui pèse. Énergie et alimentaire. Énergie, parce que le poids de l'alimentaire et les 2 chiffres d'inflation alimentaire, c'est pas quelque chose qu'on retrouve aux États-Unis. L'inflation alimentaire aux États-Unis, elle est quand même beaucoup plus bas. J'ai même vu des prix en déflation sur certains éléments alimentaires transformés, etc. aux États-Unis. Ce qu'on n'a pas du tout en Europe. C'est étant dit, les grands groupes alimentaires ont réussi à bien maintenir leur marge. Oui. Donc on a, je dirais, le scénario est plus complexe sur la zone euro parce qu'on a cette incertitude qui reste sur les prix de l'énergie.
On a aussi la variable fiscale qui aussi permet de maintenir la croissance. Et on a une inflation corps qui est beaucoup plus forte. Qui continue, aux États-Unis, elle a atteint un plateau. Sur la zone euro, elle continue d'accélérer. Et on a une BCE qui reste toujours inquiète de cette accélération de l'inflation corps, de la hausse des marges des entreprises et de ce fiscal qui n'est pas assez ciblé. On a une BCE qui va rester beaucoup plus, je dirais, hawkish que la Fed. Elle va continuer de monter ses taux. Et ça veut dire quoi du point de vue des marchés? Ça veut dire que sur l'obligataire européen, la situation n'est pas stabilisée. On peut avoir d'ailleurs des écarts de taux entre les taux longs américains et européens qui continuent de se resserrer. Je resterai encore un peu prudente sur prendre une position longue duration sur l'Europe. Et puis on a les taux réels qui sont pas sur les mêmes niveaux également. Donc je serai beaucoup plus prudente sur cette position. Après, ce décalage entre les États-Unis et l'Europe peut perdurer, mais jusqu'à un certain point. Oui, c'est jamais un état éternel. Et sur la devise, là aussi, on a déjà observé quand même la détente du dollar. Et dans cette idée-là, là, on reste beaucoup plus positif, évidemment, sur l'euro par rapport au dollar. Mais là encore, ce décalage jusqu'à un certain point. Surtout que qui va sortir, pour moi, le grand gagnant de cette crise, c'est les États-Unis qui auront une énergie beaucoup moins chère et qui sont indépendants d'un point de vue énergétique. David, vos commentaires, je voulais qu'on parle du Japon avec vous. On peut. Parce que, parce qu'on parle beaucoup du Japon en ce moment, et ici, mais surtout, je vois beaucoup d'investisseurs anglo-saxons qui s'intéressent à nouveau au Japon. Alors, ça revient régulièrement, le thème ou l'idée japonaise, parce que c'est un marché décoté, toujours plus décoté en tout cas que les autres marchés dans le monde. Et donc, effectivement, tous les 3, 4, 5, 6 ans, j'en sais rien, revient le thème du Japon dans l'actualité. Là, c'est des anecdotes qui montrent que des fonds comme Elliott sont très actifs à nouveau sur le marché japonais depuis quelques mois. Warren Buffett, toujours là, qui nous dit qu'il est en train d'empiler, là aussi, les positions sur les actions japonaises, sur le secteur financier, mais pas uniquement. On voit le Tokyo Stock Exchange qui est en train d'essayer de bouger un peu l'écosystème boursier japonais pour que les entreprises sortent un peu de cette décote structurelle qui leur est appliquée. Pour de bonnes raisons, d'ailleurs, sans doute. Vous avez l'expérience de ce marché japonais de longue date, David. Est-ce que c'est un vrai ou faux départ pour ce marché japonais aujourd'hui? Je pense qu'il y a un véritable tournant. En fait, il y a deux choses qui sont en train de se connecter. On a un effort de long terme. Et l'effort de long terme, effectivement, c'est cette espèce de réveil de la corporate governance japonaise, où jusqu'à très longtemps, quand vous parliez à une société japonaise, elle vous disait que son premier devoir, c'était par rapport à ses employés, son deuxième devoir, c'était par rapport à ses clients, troisième devoir, c'était par rapport à ses fournisseurs. Puis après, vous dites, oui, moi je suis actionnaire. Ah oui, aussi. Voilà, mais c'était à la fin. Ouais. Et là, il y a eu un véritable tournant parce qu'effectivement, il y a eu des notions qui ont été mises en avant, comme le ROE, comme le retour du cash aux actionnaires, la réduction des bilans, le débouclement des participations croisées, etc. Donc il y a tout un tas de choses. Ça, c'est un effort de long terme. Et à côté de ça, je pense qu'il y a un véritable tournant qui est pris maintenant du fait de la géopolitique. Et d'ailleurs, c'est en filigrane, si vous lisez un petit peu les communiqués, notamment de celui de Warren Buffett, on se rend compte qu'il a fait deux choses. Il a dit, je vais racheter du Japon, mais en attendant, qu'est-ce qu'il a vendu dans son portefeuille? Sa position sur Taiwan Semiconductor. Pourquoi? Pour des raisons politiques. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience que la Chine a véritablement pris parti, et pas dans un camp très très amical par rapport aux investisseurs occidentaux, mais voilà, on a beau essayer de dialoguer avec eux, etc. Plus suffisamment aligné, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça, voilà. Et il y a eu donc la Chine, ça fait maintenant 2 ans qu'on commence à avoir des messages qui sont un peu perturbants lorsqu'on est investisseur. On a eu déjà des secteurs entiers de la cote qui ont été rayés du jour au lendemain parce que l'État décidait que c'était pas bien, donc l'éducation, les jeux vidéo, etc. Donc ça, c'est premier signal. On a eu une chasse aux businessmen qui réussit.
Hein, on en a de nombreux qui ont disparu pendant quelques semaines. Et quand ils sont revenus, ils avaient un attrait pour la philanthropie. Ils ont beaucoup donné de leur patrimoine. Voilà, ils ont fait des déclarations très amicales sur le parti, etc. Il y en a qui sont partis s'installer au Japon, d'ailleurs. Hein, Jack Ma a été longtemps au Japon, voilà, avant d'être autorisé à revenir exactement. sur le territoire. Donc ça, c'est un environnement qui n'est pas très, très sympathique. Ouais. On sent que d'un point de vue géopolitique, c'est pas stable. Et alors que vous regardez au Japon, ils ont une technologie qui est inégalée. Ils ont énormément de leaders mondiaux qui sont encore japonais. On s'en était rendu compte un petit peu au moment de Fukushima. En 2011, tout d'un coup, on se rendit compte que tout se grippait. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'il manquait la pièce qui n'était faite qu'au Japon. Ouais. Voilà. Mais je vais prendre juste un exemple. Shimano, vous pouvez dire c'est une boîte japonaise, machin, etc. Mais dans un vélo, c'est Shimano. Voilà, c'est tout. C'est en ce moment, vous pouvez parler de verres de lunettes. Bon, bah, la moitié du marché, c'est Oya qui fait les lunettes. Bah oui, pour moi, c'est les Silor, oui, d'accord. C'est les deux, voilà. Ouais. Donc vous avez énormément de sociétés japonaises qui ont quand même entre 30% du marché mondial et 50% du marché mondial. Donc ça, c'est important. Vous avez un environnement politique qui est plutôt stable. Eux ont pris parti côté occidentale, et donc c'est normal. Et quand vous rajoutez à cela des valorisations qui sont voilà, plutôt pas très chères, et cerise sur le gâteau, vous avez quand même la devise qui s'est effondrée ces derniers temps. Donc on se dit, s'il y a un risque, c'est quand même que le yen finisse par rebondir un petit peu. Voilà, vous pourrez prendre 5-10% uniquement le risque sur la baisse du yen est plus limité aujourd'hui. Exactement. Donc voilà, je pense que c'est tout ça qui nourrit cette... pas parler d'engouement, mais c'est intérêt. Non, oui, sur le Japon. Retour d'intérêt Voilà. qu'on voit régulièrement, de manière effectivement récurrente, toutes les quelques années. Effectivement, on suivra ça. 8 séances de hausse consécutives pour le Nikkei à ce stade. Sur la politique monétaire japonaise, Valentine, je ne sais pas si vous y avez forcément réfléchi, mais on s'attendait à des bouleversements important après 10 ans de Kuroda, de taux toujours plus bas, d'une Bosch qui ne faisait rien, si ce n'est de toujours mettre plus de liquidités. Est-ce qu'on est à l'aube d'un bouleversement de ce point de vue-là avec l'arrivée de Kazuo Ueda ? Alors, dans notre scénario, nous, on s'attend quand même à ce qu'il fasse quelque chose pour continuer d'avoir des pressions importantes sur les salaires. Après, je resterai très prudente sur la capacité de l'économie japonaise à absorber des hausses de taux après plus d'une décennie où on a eu des taux extrêmement bas et énormément de liquidités. Je serais quand même prudente de ce côté-là. On peut imaginer que les autorités monétaires japonaises en ont conscience et que... Elles en ont conscience, donc tout va rester de façon extrêmement modeste. Mais bon, il faut quand même, je pense, avoir ce risque, garder ce risque à l'esprit. David et puis Olivier, pour conclure avec vous, logique d'investissement à ce stade, une fois qu'on a dit tout ça, où est-ce qu'on est à l'aise aujourd'hui, David ? Nous, de notre côté, il y a une certaine neutralité sur le marché action et une surpondération sur le marché du crédit. Parce que là encore, on est payé pour attendre. Hein, donc, on a des rendements qui sont redevenus assez intéressants. Donc, voilà, si je devais résumer, ça se résumerait à ça. Ouais. Olivier ? Un peu différent. Et juste neutre sur les actions, ça veut dire, oui, il ne faut pas être trop... Oui, c'est ça. Il ne faut pas être en dehors du marché action. Voilà, exactement. Alors nous, c'est un peu différent. On est neutre sur la partie obligataire par rapport au questionnement qu'on peut avoir sur le sur la duration. Par rapport au questionnement qu'on peut avoir sur le régime monétaire et d'inflation à l'horizon 3-4 ans. Et sur la partie action, comme on est des fervents défenseurs du scénario de récession, on est plutôt sous-pondéré sur cette classe d'actifs actions, en attendant que cette récession des résultats se manifeste. Et on ne la voit pas se matérialiser avec des chiffres de moins 5% ou moins 4%. Ça va être plus violent. On voit quelque chose d'un peu plus... important. Et où est-ce qu'on attend les déceptions les plus fortes, justement, en matière de résultats ? Enfin, quelques secteurs ou idées pour concrétiser un peu. Quand on regarde le marché américain et quand on regarde les perspectives de croissance bénéficiaire, on voit que les investisseurs escomptent un rebond des bénéfices dès le deuxième semestre de cette année, ce qui ne nous semble pas compatible avec un scénario de récession. Et ensuite, en termes de secteur, ce que nous allons surveiller, c'est tout ce qui est lié au consommateur américain, qui est probablement de plus en plus sous pression avec le fameux durcissement des conditions de crédit qui est à l'œuvre. On voit même les défauts, les accidents de crédit à 30 jours aujourd'hui qui sont en train de remonter sur le consommateur américain. Sur les cartes ? Sur les cartes de crédit, sur les prêts auto, donc ça présage
pas forcément quelque chose de très positif. Un petit tournant. Ce qui est intéressant pour les résultats, c'est jusqu'ici, on a eu une récession des profits à cause des compressions des marges. Et je pense que l'investisseur sera beaucoup plus concerné si c'est une récession des profits à cause de l'évolution des revenus. Et ça, c'est ce qui viendra avec cette récession, et qui est beaucoup plus problématique. Oui, c'est un signal de croissance beaucoup plus négatif. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Valentine Henouz, Amundi Institute, David Calfon, Sanso IS et Olivier Ringard, Neuflize OBC.